En décembre 1997, Kevin Costner était l'un des acteurs les plus puissants d'Hollywood. 7 ans après avoir triomphé avec Danser avec les loups, il s'apprêtait à livrer ce qu'il considérait comme son chef-d'œuvre. Mais l'histoire allait en décider autrement. Postman, un western futuriste de près de 3 heures. L'histoire d'un vagabond qui, en enfilant l'uniforme d'un facteur mort, va réveiller l'espoir dans une Amérique post-apocalyptique. Derrière ce concept prometteur se cachait un tournage complexe réparti entre Washington, l'Oregon et l'Arizona. Une production ambitieuse portée à bout de bras par Costner lui-même, à la fois acteur principal, réalisateur et producteur. La Warner avait misé gros sur ce film, confiant dans la vision de celui qui avait déjà prouvé qu'il savait raconter des épopées inoubliables. Alors que s'est-il passé? Comment ce qui devait être un nouveau monument du 7e art s'est-il transformé en synonyme d'échec? Les choix créatifs étaient-ils trop audacieux? Le concept trop sentimental? Ou était-ce simplement le mauvais film au mauvais moment? Aujourd'hui, dans Cache Test, nous plongeons dans les coulisses de cette ambition démesurée pour comprendre comment ce qui devait être un triomphe s'est transformé en l'un des plus grands naufrages cinématographiques des années 90. Entre vision artistique intransigeante, ego surdimensionné et décisions contestables, décortiquons ensemble comment ce rêve américain est devenu une lettre morte. Pour comprendre l'ampleur de l'échec de Postman, il faut d'abord revenir en arrière à l'époque où Kevin Costner était au sommet de sa gloire. Tout commence en 1990, Danse avec les loups rafle 7 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Du jour au lendemain, Costner devient l'un des acteurs-réalisateurs les plus respectés d'Hollywood. Les studios se battent pour travailler avec lui, et lui ne manque pas d'ambition. En 1995, il s'aventure dans un premier monde post-apocalyptique avec Waterworld. Le tournage est chaotique. Le budget explose à 175 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus cher de l'époque. Malgré un démarrage difficile, le film finit par rentrer dans ses frais grâce aux marchés internationaux et à la vidéo. Mais la presse s'acharne et l'image de Costner en prend un coup. Pourtant, cela ne décourage pas l'acteur. Au contraire, il décide de persévérer dans la science-fiction dystopique en adaptant un roman de David Brin paru en 1985, The Postman. Postman se déroule en 2013, dans une Amérique dévastée suite à une guerre apocalyptique qui a détruit toute forme de gouvernement organisé. Les survivants vivent dans des hameaux isolés, souvent sous la domination d'un général autoproclamé nommé Bethléem qui dirige d'une main de fer une milice appelée les Holnists. Un jour, un vagabond anonyme, joué par Costner, découvre le cadavre d'un facteur dans sa Jeep et lui vole son uniforme pour se réchauffer. Arrivant dans une ville isolée, il se fait passer pour un représentant d'un gouvernement américain reconstitué afin d'obtenir de la nourriture et un abri. Ce simple mensonge va raviver l'espoir parmi les survivants et déclencher un mouvement de résistance contre la tyrannie des Holnists, forçant notre anti-héros à devenir malgré lui le symbole du renouveau qu'il prétendait incarner. Pour David Brin, l'auteur du roman, Costner était le choix idéal. For 10 years, I had to watch as Warner Brothers hired horrible, evil people to do screenplays that betrayed every single aspect of my heartfelt love ode to the civilization that had been so good to me. Here comes Kevin Costner, and he with his writing partner Brian Helgeland, who says, "Hey, you know, this is a good story, and yeah, I just bought it. And the novel actually has some things in it. Maybe we can use a couple." He was utterly faithful to the heart message of what my book was about.
Costner, lui, croit profondément en ce projet. Pour s'y consacrer pleinement, il refuse même le rôle principal dans Air Force One, qui sera finalement incarné par Harrison Ford et deviendra un énorme succès. Warner Bros. Décide de faire confiance à la vision de Costner et lui accorde un budget confortable de 80 millions de dollars. Le studio espère un film événement pour la période des fêtes de fin d'année 1997, voire un prétendant aux Oscars. Tout semble réuni pour un nouveau triomphe, mais ce que personne ne sait encore, c'est que cette livraison spéciale va se transformer en colis piégé. Ce qui frappe d'emblée quand on examine la production de Postman, c'est le contrôle total exercé par Kevin Costner. Acteur principal, réalisateur, producteur, il est partout. Il finance même une partie importante du budget de sa poche. Une concentration de pouvoir qui rappelle dangereusement celle du général Bethléem, le dictateur qu'il affronte dans le film. Le tournage se déroule de mars à juillet 1997, s'étalant sur 3 États américains. À Metalins Falls, petite ville de l'État de Washington où se déroule une partie importante du tournage, l'équipe de production de 350 personnes débarque dans cette petite localité. La Warner y injecte plus de 7 millions de dollars, une manne pour l'économie locale. Les décors sont impressionnants, les moyens considérables. À Metalin Falls, les façades sont transformées, les bâtiments repeints pour créer le village post-apocalyptique de Pineview. L'équipe du film engage près de 200 résidents de Washington et 800 figurants. Mais c'est surtout en salle de montage que l'ego de Costner se révèle la plus problématique. Le premier montage du film atteint 177 minutes, près de 3 heures. Warner Bros. Organise des projections test qui se révèlent désastreuses. Le studio supplie Costner de raccourcir son film, mais l'acteur-réalisateur refuse catégoriquement. Il tient à sa vision, quitte à l'imposer contre l'avis de tous. Cette obstination s'explique par la conviction profonde de Costner dans son projet. Pour lui, Postman n'est pas un simple film post-apocalyptique, c'est un conte de fées moderne sur l'espoir et la renaissance de la civilisation. Il croit tellement en son message qu'il ne veut rien sacrifier, pas même quelques minutes de son montage final. I think it was visually, musically, one of the most beautiful movies ever shot. Costa is a brilliant cinematographer. And it was faithful to the heart, the fundamental heart message about citizenship and the power of myth. Costner nailed. There were a lot of good parts of the movie in the first half. The last 20 minutes was a brainless, blithering pile of nonsense. So what do we have here? We have gorgeous, big-hearted, and dumb. Well, that's what my wife married. So, who am I to complain? Gorgeous, big-hearted, and dumb? I would have preferred that it be gorgeous, big-hearted, and brilliant, but there have been worse Hollywood experiences, and it taught a really, really beautiful lesson. Cette vision romantique et parfois naïve de l'Amérique se retrouve dans les choix artistiques de Costner. Usage excessif de ralentis, patriotisme appuyé, montage emphatique, des éléments que la critique qualifiera plus tard de sentimentalisme et de chauvinisme. À la fin du film, une statue glorifie le personnage du facteur, une métaphore que beaucoup verront comme l'autoglorification de Costner lui-même. Une statue qui, ironiquement, s'érigera bientôt comme le monument d'un échec monumental. Alors que le contrôle créatif et l'obstination de Costner expliquent en partie l'échec de Postman, les problèmes techniques et artistiques du film méritent également d'être examinés. Premier problème, la durée excessive. Avec ses 177 minutes, Postman s'étire en longueur. Cette durée démesurée devient d'autant plus problématique que le rythme est lent et inégal. Le film aurait gagné à être raccourci d'au moins 1 heure. Le montage présente des faiblesses notables. Certaines transitions emploient des fondus enchaînés qui donnent au film un aspect daté. L'usage des ralentis, autre signature visuelle de Costner, est omniprésent. La scène où un jeune garçon attrape une lettre au ralenti illustre ce maniérisme qui caractérise le film. Les scènes d'action souffrent également d'une réalisation approximative. La bataille finale, notamment, manque d'impact dramatique. Costner, qui excelle dans les drames intimistes, semble moins à l'aise avec les séquences d'action à grande échelle.
Sur le plan artistique, le film adopte un ton patriotique appuyé avec des symboles américains omniprésents. Ce qui aurait pu être une réflexion sur l'identité nationale se transforme en une célébration des valeurs américaines qui peut paraître excessive. Les dialogues sont souvent emphatiques, parfois maladroits. La caractérisation des personnages pose également problème. Le méchant, le général Bethlehem, joué par Will Patton, oscille entre sophistication et caricature de tyran. Malgré ses défauts, Postman possède des qualités indéniables. De beaux paysages, une ambition visuelle certaine et une bande originale efficace de James Newton Howard. Mais ces éléments ne suffisent pas à compenser les faiblesses fondamentales du film. Plus grave, en adaptant le roman de David Brin, Costner en a conservé le message d'espoir, mais a sacrifié une partie de sa richesse intellectuelle. Là où le livre proposait une réflexion sur la communication, le pouvoir des symboles et la reconstruction sociale, le film se contente souvent d'une approche plus directe et moins nuancée. Cette combinaison de défauts techniques et artistiques a contribué à faire de Postman une œuvre déséquilibrée où les intentions louables se perdent dans une exécution maladroite. Le 25 décembre 1997, Postman sort enfin sur les écrans américains. Warner Bros. A choisi la période des fêtes traditionnellement propice aux films événements et aux œuvres qui viseront les Oscars. Malheureusement pour Costner, cette sortie coïncide avec celle d'un autre film qui deviendra un phénomène mondial, Titanic de James Cameron. Dès son week-end d'ouverture, les chiffres sont catastrophiques. Postman débute à la 9e place du box-office avec seulement 5,3 millions de dollars récoltés sur 2207 écrans pendant les 4 premiers jours. Les spectateurs lui préfèrent largement Titanic, mais aussi pour le pire et pour le meilleur, Jackie Brown et plusieurs autres productions de fin d'année. Au final, le bilan est implacable. 17,6 millions de dollars de recettes aux États-Unis et un total mondial de 27 à 30 millions de dollars. Pour un film au budget de 80 millions, c'est un désastre financier avec une perte estimée à plus de 62 millions de dollars. La critique n'est pas plus tendre que le public. Dans le New York Times, Stephen Holden parle de sentimentalisme contrefait. Roger Ebert, dans le Chicago Sun-Times, qualifie le film d'absurde, prétentieux et beaucoup trop long, tout en reconnaissant qu'il est plein de bonnes intentions. Lors de leur émission télévisée, Gene Siskel et Roger Ebert donnent au film 2 pouces vers le bas. Siskel le surnommant sarcastiquement « Danse avec moi-même » en référence au premier succès de Costner. La déception est telle que Costner annule plusieurs apparitions promotionnelles prévues, laissant le film sombrer sans défense. Warner Bros., qui avait initialement envisagé Postman comme un potentiel candidat aux Oscars, voit ses espoirs anéantis. Pour parachever cet échec, Postman remporte un record peu enviable lors de la cérémonie des Razzie Awards de 1998. Le film rafle 5 récompenses exactement autant que de nominations. Pire film, pire réalisateur pour Costner, pire acteur pour Costner également, pire scénario et pire chanson originale. C'est un grand chelem humiliant. La seule fois dans l'histoire des Razzie où un film a remporté tous les prix pour lesquels il était nommé. L'échec de Postman illustre parfaitement les dangers de l'ego artistique et des projets trop personnels sans contre-pouvoir créatif. Warner Bros. A fait une erreur en donnant carte blanche à Costner après l'échec de Waterworld. Et l'acteur-réalisateur s'est perdu dans sa propre vision, incapable de prendre le recul nécessaire pour évaluer objectivement son œuvre. L'échec de Postman a eu un impact dévastateur sur la trajectoire professionnelle de Kevin Costner. Entre 1998 et 2003, il traverse une véritable traversée du désert, enchaînant des films qui, sans être des échecs retentissants, ne rencontrent jamais le succès espéré. Après avoir refusé Air Force One pour se consacrer à Postman, Costner voit sa cote de popularité s'effondrer. Il apparaît dans plusieurs productions comme Pour l'amour du jeu, Une bouteille à la mer et 13 jours. Mais sa réputation de star bankable a été sérieusement entamée. Les studios ne lui font plus confiance pour porter des blockbusters et les méga budgets qu'il contrôlait auparavant ne lui sont plus accessibles. Ce n'est qu'en 2003, soit 6 ans après le désastre de Postman, que Costner retrouve le chemin de la réalisation avec Open Range, un western modeste mais bien accueilli qui lui permet de regagner un peu de crédibilité. Cependant, le traumatisme est tel qu'il ne réalisera aucun autre long métrage pendant 17 ans jusqu'à Horizon, sorti en 2024. Pendant 2 décennies, sa carrière connaît des hauts et des bas. Il joue dans des films comme Mr. Brooks, The Guardian ou encore Man of Steel, mais sans jamais retrouver le statut qui était le sien avant Waterworld et Postman.
Il faudra attendre la série télévisée Yellowstone, lancée en 2018, pour que Costner redevienne véritablement une figure incontournable du paysage audiovisuel américain. Que retenir de cette histoire de Postman 25 ans après son naufrage? Un enseignement essentiel sur les dangers de l'hubris artistique. Kevin Costner a commis l'erreur de croire que son seul instinct suffisait à garantir un chef-d'œuvre. Fort de son triomphe avec Danse avec les loups, il a refusé toute compromission, tout conseil extérieur. Son entêtement à garder un film de 3 heures malgré les signaux d'alarme des projections test illustre parfaitement cette déconnexion avec la réalité. Warner Bros. De son côté porte une part de responsabilité en ayant accordé carte blanche à une star dont la précédente incursion dans le genre s'était déjà soldée par un semi-échec. L'équilibre délicat entre confiance en l'artistique et contrôle du studio a été rompu, avec des conséquences désastreuses. Aujourd'hui, Postman reste dans les mémoires comme une mise en garde, un rappel que même les plus grands talents peuvent s'égarer quand leur vision n'est plus tempérée par un regard extérieur critique. C'est l'histoire d'un réalisateur qui, comme son personnage principal, a cru pouvoir ressusciter une époque révolue en se drapant dans un uniforme prestigieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer.